Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Salut André-Sylvain Latour. Alors, je commence par une histoire qui est à la fois tragique et, je te dirais, peut-être scandaleuse. C'est un aîné, un homme en perte d'autonomie qui a été battu à mort dans un CHSLD de Thetford Mines. Le drame se serait produit le 18 juin dernier dans le CHSLD Saint-Alexandre. Quand on parle de personnes en perte d'autonomie comme ça, dans des CHSLD, il y a souvent des problèmes cognitifs. On parle de démence, on parle d'Alzheimer. Dans ce cas-ci, la victime se serait couchée dans le mauvais lit du mauvais patient. L'autre patient, l'agresseur dans ce cas-ci, avait lui aussi des problèmes cognitifs, a battu à mort le pauvre homme, qui est battu à mort, donc décédé de ça. Ça, c'est la portion tragique. La portion un peu scandaleuse, c'est que le syndicat des travailleurs de ce CHSLD-là disent avoir appuyé la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Et quand on dit, ils étaient 27 patients le jour du drame au lieu d'être 12. C'est plus que le double. Alors, tu sais, à un moment donné, la limite de ce que des professionnels de la santé peuvent faire, je crois qu'on y arrive quand on a des cas comme ça. Clair. Moi, je vais te partager, si tu me le permets, une petite histoire bien personnelle. Ma belle-mère est décédée en CHSLD. Elle souffrait de démence. C'est impossible à gérer. Mais non. C'est impossible à gérer. Faut le gérer, là. En fait, faut des interventions constantes. Mais ça prend des gens. Ouais, ça prend des gens parce que... C'est géré par d'autres humains qui sont des professionnels de soins. Et tout oui, ça, ouais. Mais ça en prend. Oui, et tu ne peux pas subvenir aux besoins d'absolument tout le monde. Malheureusement, puis je dis pas que c'est le cas ici, mais 5 minutes d'inattention est suffisant pour faire tourner la balance. Combiné à une erreur, là, puis évidemment, on peut comprendre qu'avec la surcharge, mais selon l'histoire, ce que j'ai compris, c'est qu'on a dirigé la victime vers la mauvaise chambre, il s'est couché dans le mauvais lit, puis l'autre personne qui était également atteinte de démence, puis évidemment, j'ai aussi eu de la démence dans ma famille, ça s'accompagne souvent de comportements violents là, qui sont complètement incontrôlés, là, dans le sens... C'est un peu un drame sans coupable, dans une mesure. J'imagine que le meurtrier il va être traduit devant la justice, mais dans ces états d'avancée-là de démence, qu'est-ce que tu vas faire? Là? Ouais, ne serait-ce que par le processus judiciaire, la longueur du processus judiciaire, je pense qu'ici, on peut carrément juste parler d'une tragédie. Ouais. Un pauvre homme qui s'est probablement même pas rendu compte de ce qu'il faisait à ce moment-là. Tu sais, dans le CHSLD de ma belle-mère, c'était courant de courir après les dentiers d'un puis de l'autre parce que les dentiers n'étaient pas dans la bonne bouche, ou les lunettes. Tu sais, donc, quand tu es rendu à ce niveau-là, malheureusement, d'incapacité mentale, tu peux pas... Non. Une tragédie, comme tu dis, c'est quand même une triste histoire, en fait, qui est comme clairement où il y a une victime, mais pratiquement pas de coupable, finalement. C'est juste, en fait, le système... C'est un drame, le système est coupable de tout ça. Tout à fait. Tout savoir en 24 minutes. Je t'amène dans les Antilles où l'ouragan Beryl. C'est une soir de pleine lune? Loup-garou? Oui, c'est ça. En tout cas, semble-t-il que ça fasse assez peur je reviens, l'ouragan Beryl a été... Je le dirais pas comme une fois avant la fin. Loup-garou, c'est maintenant classé comme catégorie 5, qui est le top du top de l'échelle. Ça frappe la Jamaïque. On parle de vents renforcés qui atteignent à peu près 270 km/h. Disons que, moi je le sais pas, mais paraît-il que ça décoiffe. Air Transat vient d'annoncer tout juste qu'il allait avoir 3 vols d'urgence pour rapatrier les gens. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois en ce moment, Québécoises, qui sont là-bas. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, eux pensent aller au soleil, se ramassent au milieu d'un ouragan. Alors,
c'est pas clair qu'ils vont pouvoir revenir sans frais. Ceux qui sont cédulés pour partir bientôt, c'est pas clair qu'ils vont pouvoir se faire rembourser le billet ou avoir un autre billet plus tard. Ce que l'Association des agents de voyage du Québec dit, c'est que si vous voulez avoir un remboursement d'un voyage, à condition évidemment que vous n'êtes pas parti encore, il faut avoir pris un plan de protection d'annulation voyage. Sinon, ça fait partie des aléas. C'est aléas. Plate, hein? Mais si le transporteur annule le vol lui-même, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Je veux dire... Ben, c'est là qu'on en est. Tu as 2 autres conditions. Il faut que le grossiste annule lui-même le voyage. Là, à ce moment-là, il rembourse ou il donne un crédit. Ou bien que le gouvernement du Canada dise qu'il faut absolument éviter la zone parce que c'est une zone à risque. Donc, si on a une de ces 3 conditions-là, on est correct, mais ce ne sera malheureusement pas tout le monde qui vont avoir pris un plan de protection pour annuler le voyage. Non. On sait que les voyages, ça coûte extrêmement cher en ce moment. Je suis le premier à dire, ben non, c'est sûr que je vais y aller. Ben, c'est sûr que ça va bien se passer. Le problème, c'est que pas toujours le cas. En ce moment ici, c'est malheureusement pas le cas. Ça souffle extrêmement fort là-bas. Donc, je lisais ça en 2005, il y a eu l'ouragan Patricia, là, je te sors ça mon chapeau, mais qui était tellement intense qu'ils ont créé la catégorie 6. Mais là, c'est comme un débat de météorologue, là, fait que je ne veux pas comme rentrer là-dedans, mais les vents étaient à 340 km/h. Puis comme des fois, ils vendent chez nous, puis je suis comme, ils vendent. Puis c'est comme, il y a 80 km/h de vent. Je suis comme, c'est beaucoup de vent. Je suis comme, j'avais besoin d'imaginer c'est quoi un vent de 340 km/h. Ben, il y a la pluie aussi avec ça, souvent. Hein? Donc, c'est pas juste le vent. C'est ça, puis il y a des objets, même à la limite, puis des branches, puis tu sais, une branche à 340, c'est comme Max Verstappen qui passe. Je te laisse la fin. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Alors, il y a une famille de Montréal qui habite Hochelaga-Maisonneuve, l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Forcée de déménager, la dame, elle est à 39 semaines de grossesse. Là, il y a leur nom là, dans l'article. Naomi et Rémi payaient 1273 pour un grand 5,5. Là, ils doivent déménager dans un petit 4,5 qui paieront un peu plus de 1700 $. Et dans quelques mois, le loyer va augmenter à 1900 $. Bon, la raison pour laquelle ils sont forcés de déménager, c'est que ils ne voulaient pas se séparer de leur chien. Toi et moi, on a un chien. Yep. Sans rentrer dans les détails, on sait que c'est un membre de la famille qui est extrêmement important. Je pense pas qu'on doive les juger directement. C'est extrêmement... Moi, j'ai perdu un chien là, il y a plusieurs années. Il est arrivé en fin de vie. C'est une épreuve. C'est une épreuve pour les gens qui ont ça, qui ont un chien, qui ont un animal comme ça. Tu sais, on parle de une dizaine d'années environ d'attachement et tout. Ça peut être difficile. Dans ce cas-ci, ben, la dame est quand même à 39 semaines là, à la couche. Probablement, peut-être même pendant qu'on se parle, tu sais. Et si vous êtes à l'hôpital, madame, passez-nous un coup de fil, on fait ça live. Je sais pas, entre le moment où l'article a été écrit, puis maintenant, effectivement, il est peut-être... à 39 semaines, ça peut survenir un peu n'importe quand. Tu sais, c'est un peu n'importe quand. Regarde, ce qu'il y a quand même là-dedans qu'il faut retenir, je pense, c'est que le prix des loyers augmente de façon vertigineuse. Selon un rapport du regroupement des comités de logement et des associations de locataires du Québec. Yes. La RCLALC. Oui, la RCLALC. Le coût tu travailles de branding à faire, là, j'imagine. Tu sais. Ouais, les acronymes comme ça. Là, des fois, c'est incompréhensible. Genre le frappru, là, c'est pas mes grands amis, mais tu sais, au moins, ça se dit. Oui. Ça se crache un petit peu plus. Oui, effectivement. Toi! Selon ce que eux disent, c'est que le coût des loyers augmenterait plus rapidement que l'inflation. Ouais. Ils ont quand même compilé des données de 2020 à 2024. Les loyers ont augmenté de 27 % à Montréal, alors que l'inflation seulement, entre guillemets, de 17 %. Donc, c'est quand même 10 % de plus. Ça commence à faire une sérieuse différence dans le portefeuille. Je veux pas... Puis, peut-être un petit commentaire là-dessus, André Sylvain, mais tu sais...
c'est plein de ces drames-là. Là. Puis, on parle qu'il y a à peu près 1200, 1300 personnes en ce moment, là, depuis hier, là, qui sont un peu sans logement et tout. C'est le plus qu'il n'y a jamais eu. Mais tu sais, je veux pas... En fait, le problème, il est systémique. Là, fait que je trouve que là, il faut évidemment trouver des logements pour ces 1000 personnes-là, mais ça ne devrait pas nous empêcher de penser l'enjeu macro qui est celui du logement au Québec. Puis là-dessus, je le dis souvent, on n'a que des mauvais réflexes actuellement. Là, fait que ça, il va falloir éventuellement constater que la stratégie qu'on adopte depuis 10 ans n'est pas la bonne. Manque d'investissement, selon toi? Investissement, manque de construction. Si on veut faire du logement, il faut faire du logement. Puis là, cette obsession pour les logements sociaux et les logements abordables, c'est bien beau, mais il faut faire n'importe quel logement. En ce moment, on obsède sur une catégorie de logements, mais ça marche pas, je veux dire. La situation est de pire en pire. Je sais pas. C'est Einstein là, qui disait que la folie, c'était de refaire toujours la même chose. En tout cas, bref. En espérant un résultat différent. Exactement. Mais là, c'est ça. À un moment donné, il faut se réveiller puis agir, parce que sinon, des situations comme celle-là, on va continuer à en voir encore pendant une autre décennie. Puis ça, à un moment donné, il y en a marre. Tout à fait, mais il y a aussi des gens qui sont pris avec des Airbnb. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que ça peut venir jouer là-dedans? Oui puis non. Honnêtement, on fait grand cas là, des Airbnb à Montréal. Parle beaucoup, ouais. On en parle beaucoup. Rapidement, là, pour les gens à la maison, il y a quelque chose comme 10-12 000 Airbnb là, sur le territoire de Montréal, de la communauté métropolitaine, contre 1,8 million de logements. Fait que je comprends qu'on pourrait en fermer là, une centaine, puis ça ferait des places pour les ménages, là, mais New York, par exemple, où il a interdit la grande majorité des Airbnb, ça n'a eu aucune incidence. Les prix ont continué d'augmenter. Puis d'ailleurs, le prix des hôtels a augmenté beaucoup plus rapidement que si on avait gardé. Fait que, ultimement, s'il y a du Airbnb dans une ville, c'est parce qu'il y a une demande pour ça. Là, puis ça pallie à autre chose. Puis ce qu'il faut construire au Québec, là, la CHL, là, c'est 1,2 million de logements. Fait que les 10 000 Airbnb, c'est correct. Là. Comme je dis, je pense pas que c'est un non-problème, mais je pense qu'on a gonflé ça parce qu'on peut désigner des coupables, mais les vrais coupables, pour moi, de la crise du logement, c'est pas les 3-4 gus qui opèrent des Airbnb, c'est l'entièreté du système de construction qu'on a bâti qui est totalement dysfonctionnel, la durée des permis, le financement, la manière d'allouer l'argent, les incitatifs pour les développeurs, bref, je pourrais parler de ça pendant une heure. La liste est longue. La liste est longue, voilà. Tout savoir en 24 minutes. Norvolt pourrait revoir l'échéancier de son projet au Québec. On parle quand même d'un investissement de 7 milliards de dollars qui pourrait être retardé. On sait que Norvolt a eu un petit problème avec BMW, incapable de livrer dans les temps. BMW a un petit peu tiré la plug. On parle de 3 milliards de dollars de contrat à ce moment-là. En ce moment, le PDG de Norvolt dit que il veut revoir un peu ses plans d'expansion à l'échelle mondiale. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Québec? On sait que le ministre Pierre Fitzgibbon mise énormément sur Norvolt. C'était partout dans les derniers mois. C'était la meilleure invention Norvolt depuis le pain tranché. Là, on est rendu peut-être un peu bancal, d'autant plus Norvolt, en Suède, l'usine suédoise. Il y a eu 3 décès. La police enquête là-dessus. C'est pas clair si c'est directement lié à leur pratique. Mais quand même, c'est pas clair que ça ne l'est pas non plus. Donc là, on est un petit peu entre deux zones. Ouais, j'ai l'impression qu'on fait un peu des liens. Là. Puis encore une fois, l'avenir nous le dira. Là, mais tu sais, bon, c'est une grosse compagnie. Là, il se passe plein d'affaires. Je suis pas aussi conditionnel que toi. Ce que je crois comprendre, c'est qu'il va y avoir des retards chez Norvolt au Québec. Ça semble être plus comme Je dois être conditionnel. Oui, c'est un peu ce que je comprends. Ceci dit, avec l'argent public qu'ils ont reçu, avec l'importance du projet dans leur ensemble d'usines de production, je pense pas qu'il y ait question de ne pas le faire. Ou le projet qu'ils ont annoncé, il va être fait. Après, est-ce qu'il va être fait 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard? C'est un peu plus ça la question. L'échéancier, c'est ce que disait le président. Puis moi, le seul souci que j'ai par rapport à tout ça, c'est évidemment que c'est une technologie qui évolue rapidement. Donc, si tu accumules même 6 mois de retard ou 1 an de retard, ben, ça se peut que la technologie dans laquelle tu t'es
dirigée soit plus la même. Je pense comprendre que la machinerie qu'ils vont mettre dans l'usine, elle peut changer, là, mais c'est souvent des machines qu'il faut que tu commandes 1 an, 2 ans d'avance. Fait que si tu es moins précis sur ton échéancier de fin, ben forcément, tu peux te tromper. Puis là, éventuellement, c'est moins profitable. Donc, il y a moins d'argent qui revient au public. Donc, fait que c'est un peu plus ça mon inquiétude par rapport à ce projet-là. Mais le truc de 3 milliards de BMW, dans 2 ans, BMW va rappeler parce qu'ils vont en vouloir d'autres des batteries. Là, je comprends qu'il y a des gens qui pensent que ça va aller moins vite, là, l'électrification, puis ils ont peut-être raison, mais c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Fait que ce soit cette année, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il va y avoir de plus en plus de demandes pour des batteries. Puis des gens qui ont la capacité de produire des usines de cette taille-là, il n'y en a pas 10 000 sur la planète. Il y a surtout les Chinois, un peu les Japonais, les Coréens, puis Nordvolt. Hypothétiquement, là, si jamais Norvolt décidait de reculer, au Québec? Ouais. Genre de pas faire le projet? De pas faire le projet. Écoute, j'ai même pas... tu me surprends avec ta question. Désolé. Non, mais genre, tu sais, je sais pas, ils ont investi quand même déjà... Eux-mêmes, ils ont investi beaucoup d'argent. Là, on parle beaucoup de la subvention. Oui, mais oublie pas que Target, quand il est venu s'installer au Canada, l'expérience n'a pas duré bien longtemps, puis de l'argent, il y en avait, là. Ouais, mais c'est très différent. Là. Puis, on pourrait refaire le procès de Target, mais Target, bon, il y avait un marché américain captif, c'est un gros joueur, etc. Le marché canadien est un peu différent. On a d'autres habitudes de consommation. On a connu les Zellers puis les Steinberg, là, ce qu'il n'y a pas eu aux États-Unis. Mais non, tu sais, Nordvolt, je veux dire, pour ma compréhension, c'est que l'usine de McMasterville, c'est la porte d'entrée en Amérique du Nord. Là. Fait que ça serait très étonnant qu'ils décident que tant pis, le plus gros marché automobile du monde après la Chine, on laisse faire. Là. En tout cas, je te dis, tu me surprends avec ta question, j'ai même pas entretenu cette alternative-là. Pour moi, c'est plus comme une gestion de risque, gestion de projet, mais c'est sûr que le projet, je veux dire, il y a encore des grues là-bas. Là. Je veux dire, ils continuent à chaque jour d'avancer dans le projet, simplement, ils se demandent si ça va être fini telle date ou telle date ou telle date. Puis tu sais, un projet de, je sais pas si tu as déjà géré des projets de 7 milliards, moi non, là, mais... Non, mais, désolé. Est-ce que ça va finir le 14 ou le 16 juin, là? Tu sais, des fois, j'ai de la misère à savoir si j'ai un invité à 5 heures, là, fait que voilà. Voilà pour Nordvolt. Actualité. Triste nouvelle, dans le monde artistique québécois, le comédien Benoît Dagenet est décédé subitement à l'âge de 71 ans. C'est survenu le 27 juin, mais on vient de l'apprendre là, par son agence, l'agence Eugénie Guélard. Je vais être franc avec toi. Benoît Dagenet, c'est un nom qui ne me sonnait aucune cloche. Mais son visage, par contre, est hautement reconnaissable. On le voit en ce moment à l'écran. Pour ceux qui nous écoutent à la télé. Exactement. C'est un comédien québécois qu'on voyait vraiment partout. Il a joué dans 30 vies, Fortier, Les Bougons, C'est aussi ça la vie, La Galère, Les Lavigueurs, La vraie histoire, Ouattatata, Montréal PQ, la liste est extrêmement longue à la télé. Sur grand écran, il a joué dans Le Party de Falardeau, le 15 février 1839, aussi de Falardeau. Donc, puis en plus de ça, à peu près 80 productions théâtrales. Il a dirigé le Conservatoire d'art dramatique de Montréal de 2012 à 2023, donc il combinait un peu 2 jobs. C'est peut-être pour ça que, écoute, je m'avance là, mais c'est peut-être pour ça qu'on le voyait plus, moins dans des rôles principaux. Et tout ça, c'est quand même, j'imagine, ça doit être quand même assez demandant, là, diriger une école d'art dramatique. Il était lui-même diplômé du conservatoire, donc en 1977. Alors, nos condoléances à sa famille, sincèrement. Écoute, je regardais sa biographie là, théâtrale. Là, je veux dire, je peux pas lire la liste, là. Il y a genre 40 ou 50 pièces là, qui ont fait des tournées parfois pan-provinciales ou même pan-canadiennes. C'est assez impressionnant. Certaines d'entre elles, j'ai vues. Puis évidemment, tu as mentionné sa présence importante à la télévision là, qui était aussi marquante. Donc on le salue puis on transmet nos 71 ans, condoléances à la famille de M. Dagenet. Tout savoir en 24 minutes. Je ne lis pas ce mot-là. Je te laisse le lire. Qu'est-ce qui est écrit? COVID-19. COVID-19. Ben, la COVID-19 est malheureusement en hausse aux États-Unis au début du mois de juillet. On pourrait dire, la COVID disparaît pas vraiment, c'est un peu normal et tout ça. Oui et non.
c'est vrai que la COVID disparaît pas vraiment, mais normalement, on a une recrudescence de la COVID à la fin du mois d'août. Ouais, ben oui. Et là, c'est définitivement plus tôt. Là, on est dans le nombre de jours, on est pratiquement là, 60 jours avant le temps. Donc, est-ce que ça veut dire que la COVID reprend du poil de la bête? Ça veut surtout dire que la COVID se transforme. Donc, j'ai une question quiz pour toi. Vas-y. Qui te concerne personnellement. Ips. C'est drôle parce que je me posais la question tantôt. T'es pas anti-vax, là? On n'a jamais parlé de vaccin. On n'a jamais parlé de vaccin. Es-tu vacciné? Oui, je suis vacciné. C'est quand ton dernier vaccin? De la COVID? Ouais. Genre, je me suis fait vacciner, je pense 5 fois, puis je me rappelle plus c'est quand la dernière, parce qu'à un moment donné, c'était juste comme, je me faisais tout le temps vacciner, puis j'ai oublié, c'était, tu sais... c'était aux 3 mois, à un moment donné. Oui, là, c'est ça, mais là, ça fait plus d'1 an, je pense, que je me suis fait vacciner la dernière fois, mais je pense que c'était comme grippe, COVID, ou une affaire de même, mais c'est juste comme, tu sais, on a tellement évacué ça de nos préoccupations. Puis, tu sais, moi, à mon âge, me faire vacciner pour la grippe, c'est un peu overkill. Là. Je veux dire, non, mais je veux dire, oui, tout à fait. Les personnes âgées, c'est plutôt recommandé. Mais tu sais, fait que là, je me demandais, tu sais, en lisant justement cette nouvelle-là aujourd'hui, tu sais, est-ce que je devrais faire ma 6e ou 7e? Tu sais, j'ai perdu le fil des doses, là. Tu sais, je devrais-tu aller obtenir une 6e ou une 7e dose? D'ailleurs, si je voulais faire ça, où irais-je? Il n'y a plus de centre. Oui, il y en a. Il me semble qu'il y en a encore. Je crois qu'au centre Laval, il y en a encore. Au centre Laval, oui, mais là, ça en dit long plus sur toi. Ben là, ça se fait en trottinette. Aller à Laval en trottinette et mourir, mesdames et messieurs. Bref, la COVID fait son retour. Faites-vous vacciner si vous n'avez si vous êtes pas à risque. Si vous êtes à risque, le gouvernement a toujours dit on se fait vacciner pour protéger les aînés. Moi, je côtoie des Lavallois tous les jours. Je suis à risque, donc, par définition, c'est ça. Tout savoir en 24 minutes. Je fais ça très rapidement. La Fondation Céline Dion, on ne pourra pas lui reprocher sa générosité. Plusieurs millions de dollars, 2 millions de dollars pour soutenir la recherche en neurologie. Ça se passe aux États-Unis, par contre, mais quand même, évidemment, ça fait référence au syndrome de la personne raide, une affection dont souffre... la diva de Charlemagne. Ouais, donc, la diva de Charlemagne. La diva de Charlemagne. Comme, bien. J'avais jamais entendu dit comme ça. Je trouve ça très poétique. Merci. Mais... Donc, c'est vraiment des millions de dollars qui vont servir à la recherche, particulièrement sur les troubles neurologiques, psychiatriques et ontologiques qui sont associés au système nerveux central et périphérique. Donc, espérons, touche du bois, qu'ils trouvent peut-être une solution. Petite recherche accélérée dont les sources restent à valider. La valeur nette de Mme Dion serait de 800 millions de dollars. Je n'étais jamais représenté que Céline Dion était une milliardaire ou presque, mais c'est beaucoup d'argent. Tu trouves? Oui, je pense que si on faisait le recensement de tout le monde qui est dans le studio en ce moment, on ne serait pas une fraction de ça. Non, mais c'est beaucoup d'argent. Elle a roulé sa bosse longtemps, là, mais je savais pas qu'elle était quasi milliardaire. C'est quand même un... c'est quand même pas dans le panorama québécois, Je sais que j'avais entendu une histoire que René Angélil, quand il s'assoyait à table pour négocier le salaire de Céline, il mettait un chiffre sur la table et il disait « c'est ce qu'elle vaut, c'est ce que vous nous donnez. Vous nous donnez pas ça, je ne négocie pas, je m'en vais. » Alors... J'aurais aimé connaître cet homme, honnêtement. Puis, tu sais, j'étais jeune, puis c'était comme Céline Dion. Mais, tu sais, aujourd'hui, on fait de la radio, tout, c'est probablement quelqu'un qu'on aurait pu côtoyer, inviter en entrevue. Je suis certain que ça aurait été des très, très bonnes conversations. René Angélil, c'est quelqu'un qui est un leader admirable. En tout cas, bref, on le salue. Puis, on remercie Mme Dion de sa générosité aussi. Mme Dion. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Très, très, très rapidement, là, il nous reste quelques secondes pour parler de l'état de santé de Joe Biden. Ça continue d'alimenter toutes les discussions aux États-Unis. Là, il y a des voix qui commencent à s'élever dans le camp démocrate en disant « Écoutez, faites la place, Monsieur le Président. Vraiment, ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. » Il y a certaines études, certains médias qui disent qu'il ne travaillerait que 10 heures le matin à 16 heures en temps normal. En temps normal, Joe Biden ne serait actif et fonctionnel que de 10 heures le matin à 16 heures, selon des articles de Axios et Politico, qui sont quand même des journaux respectés. Donc, tu sais, il a l'air diminué, il le serait diminué. Maintenant, les démocrates disent, écoute, va diminuer chez toi, puis laisse la place à quelqu'un d'autre.
en gros, 75% des électeurs qui ont été interrogés pense qu'il devrait tirer sa révérence pour l'élection. Si la vice-présidente Kamala Harris se présentait, elle serait quand même mieux placée que M. Biden dans les sondages. 45% contre 47% pour Donald Trump. Donc, presque nez à nez, on est dans la marge d'erreur. Est-ce que les démocrates ne devraient pas faire un move en ce moment pour Joe Biden? Je suis un peu... c'est drôle, je pensais à ça, Kamala Harris, puis on dit souvent qu'elle est mal aimée, là, puis elle a popularité, pas tant de trucs, mais tu sais, il faut dire que M. Biden n'a pas fait grand-chose pour l'élever, là, on va dire ça comme ça, puis je veux pas casser du sucre sur son dos, surtout qu'il est déjà pas mal au sol. Mais je me dis, tu sais, demain matin, là, bon, ça sera pas simple, mettons, demain matin, c'est la candidate, là, comme clairement, on va la voir 8 fois par jour. Comme, ça va vraiment changer sa... Je veux dire, je suis sûr que tu demanderais à l'Européen lambda, il sait même pas c'est qui Kamala Harris. Là. Tu comprends? C'est comme nous, on est les voisins du Nord, etc. Mais tu sais, sa reconnaissance de marque, l'affection qu'on pourrait lui vouer, évidemment, je pense que beaucoup de démocrates se rangeraient derrière elle. Elle est jeune, elle est combative, c'est une femme noire. Je me demande juste comme puis ça risque d'arriver d'ailleurs, mais quel impact ça aurait justement sur la perception qu'on a de son charisme puis de sa capacité à gérer. On pourrait être surpris. Il ne faut pas oublier que Kamala Harris a marqué énormément de points en 2019 et 2020, quand il y a eu la course démocrate et tout ça. Elle était extrêmement en vue. Extrêmement en vue. Et c'est pas pour rien non plus que Joe Biden est allé la chercher comme effectivement. Donc, écoute, c'est un moment excitant, tout ça. Je t'avouerai, là, ce qui se passe, excitant. Je sais que t'es un peu préoccupé, mais je trouve ça, quand même, en termes de dynamique, là, quelque chose d'un peu intéressant, du moins là-dedans. Bref, on a résumé l'actualité. Ça a pris plutôt 26 que 24 minutes, mais on va se laisser une chance. C'est mardi. On a le droit de se pratiquer, de se réchauffer en début de semaine comme ça. Même. André-Sylvain Latour, merci et à demain.